et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, votre émission hebdomadaire avec laquelle nous commençons généralement à construire une opinion forte. Vous êtes très nombreux à nous écrire et vous voulez que nous puissions nous occuper des questions importantes, des questions substantielles. Il faut souvent se poser des questions sur l'essence des actes que l'on pose. Quand on comprend ce que l'on fait, on peut comprendre où l'on va. Ça fait déjà quelques mois que notre pays est sous l'emprise d'une symbolique. Une puissance est en train de prendre le Congolais pour manifester leur mécontentement, sinon leur révolte face à ce qui apparaît de plus en plus comme un crime contre l'humanité, un génocide silencieux qui aura déjà à ce jour totalisé plus de 12 millions de morts. Nous en parlons tous les jours et nous voudrons que ce soit banal. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, un joueur de football a posé un acte. Cet acte est aujourd'hui le signe de ralliement de ce que nous pouvons appeler la résistance congolaise. Silence on tue au Congo. C'est cet acte qui a été posé par le premier, c'est Bakambu, que vous connaissez, joueur. Ensuite, nos léopards, la dernière fois qu'ils se sont produits sur le terrain de la CAN, les léopards ont aussi posé cet acte. Et les supporters qui étaient au stade Alassane Ouattara à Abidjan ont aussi manifesté et en posant cet acte. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont posé l'acte et les membres du gouvernement, dans une des réunions, ont aussi posé cet acte. Avons-nous compris la portée de cet acte? Certainement oui. Mais avons-nous compris le sens de cet acte? C'est ce que nous allons essayer dans cette émission d'en tirer un maximum d'informations. L'énergie que nous allons emmagasiner ce soir est une énergie de combat. Le pays doit se défendre, notre terre doit être défendue. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. Des personnes peut-être que moi j'ai plaisir à découvrir, mais vous aurez la joie de les entendre. Je reçois le professeur Frédéric Adelbert Kinkali, vous y aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'université, vous êtes philosophe, ce qui est d'abord quelque chose de rare aujourd'hui. Docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo, vous avez aussi votre doctorat à l'Université Bordeaux-Montaigne, l'Université de Bordeaux en France. Vous êtes professeur dans beaucoup d'universités. Aujourd'hui, vous enseignez à l'UCC, vous enseignez à l'Université Loyola, c'est l'Université du Congo des Jésuites. Vous enseignez à l'Université du Kwango, à l'INIC, à l'INBTP. Je me demande comment un philosophe, qu'est-ce qu'il enseignera à l'INBTP? Vous allez nous en parler. Vous enseignez à l'ISP Kenge, vous enseignez au grand séminaire Saint-Kagwa de Kinshasa, vous enseignez aux théologiens, vous enseignez aux philosophes, aux ingénieurs, vous enseignez la philosophie. Vous êtes spécialiste donc de la philosophie politique sociale, morale et du droit interculturel. Vous êtes donc celui qui va trouver les mots pour mettre un tout petit peu du sens à nos actes. Parfois, nous posons des actes sans en comprendre la portée. Les philosophes nous diront aujourd'hui comment nous pouvons le faire. En face de vous, j'ai invité un journaliste. C'est quelqu'un d'engagé par l'esprit et l'intelligence, Pichou Pius Moulumba. Bonsoir. Bonsoir. Récemment, il n'y a pas très longtemps, vous étiez directeur des publications au journal le plus grand journal. Nous réclamons le retour du potentiel. Le potentiel qui est un des premiers 40 ans que nous avons fêté il n'y a pas longtemps. Vous étiez donc directeur de publication potentielle, mais aujourd'hui, vous êtes coordonnateur de Info 27, qui est un journal en ligne, mais aussi un journal papier, un quotidien. Vous êtes donc un journaliste formé au CFOJ, mais vous avez aussi fait l'école supérieure de formation de cadres, S4K, INPP. Nous sommes donc en présence de deux jeunes, relativement jeunes parce que ils ont quand même déjà poussé. Hein. On ne peut pas dire d'un professeur d'université qu'il est jeune. Mais on peut dire qu'il a l'esprit alerte, l'esprit jeune. Alors, je nous reçois ensemble parce que moi-même aussi, je suis partie prenante de cette émission. Vous avez tous suivi ce geste-là. D'ailleurs, dans le fond, nous le voyons. Fondamentalement, devant quoi sommes-nous? Hein, c'est quoi ces gestes? C'est vrai, on peut comprendre, silence on tue, on peut en saisir la portée, mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des gestes, des actes, de la gestuelle même,
professeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a exactement? La nature de cet acte? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter pour votre constance dans les efforts tendant à préserver les Congo. Vous m'avez présenté, je ne sais même pas où est-ce que vous avez puisé toutes ces informations, et mais je suis content donc d'être reçu par vous parce que c'est très jeune que nous vous suivions à la télévision et je suis content que vous les restiez encore. Euh, la question que vous posez sur le geste doit être vu de manière dialectique. C'est là qu'il y a toute la confusion. Silence on tue ou bien silence on nous tue. Et pour le cas d'espèce, pour la République démocratique du Congo, c'est un geste très fort. Parce que dans la mémoire collective, parfois le symbolique est beaucoup plus important que les mots. Et un geste peut en lui seul exprimer plusieurs mots. Et donc, pour notre pays, le message, je le répète, vous vous taisez pendant qu'on nous tue. C'est là le message. Mais ce n'est pas un message de faiblesse, malheureusement. C'est un message d'une communauté qui s'adresse à un ensemble de communautés. Parce que pour être État, l'une des conditions pour qu'une communauté soit considérée comme État, c'est sa capacité à entrer en relation avec les autres États. Et donc, le geste que qui a commencé par un footballeur, que beaucoup d'autres n'ont pas imité, ont appliqué, c'est un geste pour dire que nous qui sommes un État comme nous sommes en train d'être tués pendant que vous vous taisez. Et donc, j'ai suivi. Malheureusement, au Congo, parfois, on n'a pas la culture de la conservation de certains gestes. Ça fait, il y a à peine une année et demie ou 2 ans, si vous parcourez les statuts WhatsApp, les statuts Facebook de la majorité des Congolais, ces gestes ont fait le tour du monde. Presque tout Congolais ayant un téléphone Android a posté cette image-là. Et donc, c'est un geste très fort qui envoie un message, non seulement à ceux qui nous regardent, mais un message à nous-mêmes comme communauté. C'est un message qui nous donne les armes nécessaires. Parfois pour dire, tout le monde s'était, et donc soyons conscients que nous n'avons que nous-mêmes pour nous défendre. Et c'est ça qui est très important. Et posé par le gouvernement, c'est pour dire, écoutez, le peuple donne la force et le gouvernement donne la lumière. Et c'est ça qu'il faut comprendre à mon sens. Merci beaucoup, prof. Et Pichu Moulumba, Pius Pichu, hein, parce que les deux là, c'est un peu des prénoms voisins. Vous avez, vous, pris le courage quand on a publié les photos du gouvernement et qu'il y avait un volet oratoire dans les réseaux sociaux où on critiquait, on pensait que comment le gouvernement peut avoir fait les mêmes gestes, est-ce que ce n'est pas un geste de faiblesse, c'est lui qui doit défendre, comment il peut faire ça. Vous avez pris votre plume et je l'ai lu de manière indépendante et de fort belle manière. Vous avez posé une forme de réflexion autour de ces gestes, surtout par le gouvernement. Alors, je vous pose vous la question, comment vous allez arriver à expliquer cela? Quelle est l'explication que vous avez donnée? Merci beaucoup, cher Willy. C'est d'abord un plaisir de partager ces plateaux avec vous et également avec le professeur. Je me dis toujours que quand on a l'invitation d'un baobab comme Willy Kalengai, on ne peut que répondre sans discuter. Je crois que ces gestes, vous avez posé une question fondamentale dès l'entame ici, quand vous placez les contours même de cet échange. Est-ce que les gens ont compris la portée? Est-ce qu'on a compris le sens? Je crois que cette question elle est fondamentale parce que si on peut dire que la portée a été comprise dans la mesure où tout le monde comprend oui en plaçant la main sur la bouche,
Et les doigts sur la tempe, c'est pour traduire. Ici, on tue et on s'était, mais l'essence fondamentale du geste doit être compris. C'est là où je crois qu'il s'est posé un problème de compréhension fondamentale pour que des critiques, et même le plus acerbes, soient faites à l'endroit des membres du gouvernement. C'est là où je me suis intéressé à mener quelques recherches parce que je suis chercheur en sciences politiques. Je me suis dit qu'on ne peut pas parler des gestes dans la dimension sociopolitique sans puiser dans la polémologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la science de la guerre, une branche des relations internationales qui met l'accent sur les capacités à comprendre les conflits et à les interpréter. Et vous verrez que s'il faut puiser dans la polémologie, vous verrez que chaque geste pris dans l'angle global des sciences sociales est doté d'une signification et d'une portée politique. C'est là que j'ai mené ma réflexion pour faire voir qu'il y a des gestes qui ont été ritualisés au monde. Aujourd'hui, quand les gens savent mettre 2 doigts en forme de V, partout en Europe, tout comme en Afrique, on saura du coup donner une traduction. C'est les signes de la victoire. Ou quelqu'un qui peut placer son poing, on sait comprendre que c'est signe de la lutte. Mais alors, quand un geste part d'un fait qu'on pouvait penser anodin, encore qu'il n'y a même pas d'effet anodin, parce que les gestes qui a commencé avec notre international Cédric Bakambu traduit en réalité un élan patriotique né d'une prise de conscience. Ce n'était pas un geste anodin. Et ça traduit en même temps un éveil. Rien de faiblesse, comme l'a dit le professeur. C'est plutôt un message interpellateur d'une communauté que nous sommes vis-à-vis des autres communautés. Et donc, quand on parle d'un geste qui doit être ritualisé, un geste qui porte pour toute une communauté, on ne voit pas une différenciation entre les acteurs qui ont le pouvoir d'agir et les autres Congolais, disons-les. C'est là où je me suis dit que les gestes posés par les membres du gouvernement avaient autant son sens. Parce que les messages à traduire étaient tels que c'est tous les Congolais qui sont touchés. Tous les Congolais sont touchés par ce qui se passe. Ça veut dire s'il y a une interpellation qui doit être faite, s'il y a un plaidoyer qui doit être mené, cela concerne tous les Congolais. Et c'est là où moi, je me suis appesanti à faire la différenciation entre les messages à passer et les pouvoirs d'agir. Parce que les gens critiquaient les membres du gouvernement, c'est vrai. J'aurais souhaité à ce que les débats soient portés sur le pouvoir d'agir. Ça n'a pas été le cas. Mais plutôt les débats étaient bâclés sur simplement les gestes posés, alors qu'il y a un geste fort qui traduit une pensée, qui traduit une révolte, qui traduit une interpellation. En tout cas, merci de vos premières prises de parole. Les gestes ne s'est pas arrêté simplement aux joueurs de football. Les gestes est allé même dans ce que nous appelons le temple du sacré. Parce que des hommes de Dieu, des hommes d'église, ont accepté de le prendre en charge, ce geste-là, et de l'imposer parmi les actes rituels, notamment pendant les cultes. Alors nous allons demander à la régie de nous balancer un tout petit peu un élément du pasteur Afloukaou en Afrique du Sud, où il a demandé carrément aux membres de son église de s'approprier de ce geste et d'en faire effectivement partie prenante, corps de ces cultes de ce jour-là. Nous suivons.
plus que de l'émotion, c'était un moment très très fort, très difficile à supporter. Vous avez vu, au travers de ces gestes, des larmes ont coulé. Des gens en plein culte ont dû démontrer que ce n'était pas simplement un geste de faiblesse, mais c'est un geste de résistance et un geste de puissance. Professeur Kinkani, nous rentrons un peu dans la symbolique et là nous trouvons directement cette appropriation vers d'autres catégories. Et là, il y a même une passerelle vers le rituel sacré. Vous qui êtes quand même un philosophe de cet existentiel, qu'est-ce que vous dites de cela? Et vous le faites déjà bien en parlant d'appropriation. Et pour que nous puissions bien comprendre le sens d'ailleurs de cette émission, c'est que c'est une réaction à des lectures, j'allais dire un peu abusives des actes que les uns et les autres ont posés. Et je me réjouis que c'est l'émission critique, Chemin Critique. La critique, c'est un discours de second degré. La critique, ce n'est pas nécessairement chercher à avoir raison. La critique, c'est croire que l'autre peut avoir raison. Et comme nous sommes dans le geste, vous voyez, dans nos cultures, pour constater qu'un enfant est poli, on le constate par les gestes qu'il pose. Et à l'école, le tout premier geste que nous avons posé comme acte d'apprentissage, c'est croiser le bras. Mais lorsqu'on croise le bras, il y en a qui peuvent interpréter qu'il croise les bras parce qu'il est poli. Et il y en a qui peuvent dire qu'il croise les bras parce qu'il est timide. D'autres diront qu'il croise les bras parce qu'il est orgueilleux, il est hautain. Et donc le contexte est très très important. Dans quel contexte le geste est posé? Le geste est posé dans un contexte d'agression. Le geste est posé dans un contexte de guerre. Et pour ce qui concerne notre gouvernement, le geste s'inscrit dans une rhétorique parmi tant d'autres rhétoriques que l'État congolais, le gouvernement congolais mène ou fait pour pouvoir faire comprendre au monde la situation qui est la nôtre. Et vous savez que dans une certaine mesure, on peut dire que le bon gouvernement, c'est celui qui vous apprend à vous gouverner. Le geste posé par le gouvernement, c'est pour dire aux Congolais, écoutez, gouvernez-vous, gouvernons-nous, on nous tue pendant qu'il fait silence. Et ce geste-là, il est posé sur 5 doigts sur la bouche. C'est différent lorsque c'est un doigt qui vous impose de dire, ah ben, écoutez, taisez-vous. Et le doigt, c'est pour dire, c'est une communauté d'individus qui décident de fermer la bouche. Et donc, là, c'est quelque chose de très, très fondamental qui, pour moi, c'est un geste d'armement moral. Ces gestes montrent à la population congolaise, parce que le gouvernement, c'est une incarnation de ce que nous sommes. Le gouvernement, c'est l'État congolais. Et l'État n'a pas d'âme. L'État n'a pas d'âme. L'État existe parce qu'il y a un citoyen, 2 citoyens, 3 citoyens, ainsi de suite. C'est nous qui incarnons l'État. Et cet État, pour exister, a besoin de notre affectivité. Et donc, nous donnons à l'État ce que nous attendons de lui. Et donc, le geste qui a été posé par le gouvernement, et le gouvernement a même fait l'appropriation d'un geste posé par un Congolais qu'on n'a pas calculé. Et donc, il faut considérer que le geste, ces gestes-là, c'est ça qui sauve la nation, oui. autant que la balle, que ceux qui critiquent. Parce que ceux qui critiquent, en fait, ils disent qu'il faut que le gouvernement aille au front pour aller terminer la guerre. Mais un État ne voit pas la guerre comme le rebelle. La guerre, c'est un parmi les moyens pour amener la paix. Mais la guerre n'est pas la solution idéale pour un État parce que l'État a beaucoup plus de choses à protéger que de tirer une balle. Mais la deuxième partie de ma question, vous avez encore la parole, c'est l'appropriation par le sacré, par l'Église.
Ben, le sacré, vous savez, si vous regardez, moi je suis catholique, vous avez vu le pape François lorsqu'il est allé au Soudan, il s'est agenouillé devant les Soudanais qui s'est tiré dessus. C'est un symbole très fort. Lorsque le pape est venu chez nous, même si ce n'était pas un geste, mais c'était un mot qui est aujourd'hui traduit par le geste, il a dit retirez vos mains du Congo. Voilà. Retirez vos mains du Congo. Et ces mains-là, c'est lequel? Ce sont ces mains-là qui ferment la bouche pour ne pas parler de la réalité de ce qui se passe au Congo. Vous avez fait le pont. Alors, Pichu Moulumba, en tant que journaliste, pour que l'on comprenne le sens profond de ces gestes, il faut que l'on évalue la nature et l'ampleur du silence. Y a-t-il effectivement un silence quant au génocide congolais? Oui, moi j'aimerais d'abord revenir sur l'appropriation. J'ai bien noté ce que le professeur a dit. Je suis d'ailleurs très persuadé que l'appropriation sera totale. Parce qu'ici, nous tendons à limiter d'ailleurs cette appropriation avec ce que les hommes d'église venaient déposer. On en compte peut-être déjà 2. On ne sait pas combien il y en aura demain, après-demain. Mais moi je crois que l'appropriation, elle sera totale. Pourquoi? C'est simplement parce que dans la diversité d'opinions ici en RDC, dans la diversité de nos tendances, mais les Congolais ont quelque chose en commun. C'est le Congo. C'est l'intégrité territoriale, c'est la souveraineté nationale. C'est tout ce qu'on a en commun. Et vous comprendrez que pour ça, il n'y a pas un Congolais d'un bord et d'un autre bord. C'est pour dire que quand le Congo est touché, c'est les Congolais qui réagissent d'abord. C'est là où je suis persuadé que l'appropriation, elle sera totale. Et évidemment, quand je suis très touché, je suis même très réveillé encore, quand le philosophe nous parle des 4 doigts qui bouchent portés sur la bouche. Je me dis donc c'est une grande communauté qui nous oblige à nous taire. C'est autant dire que le silence, il est total. Le silence, il est grand. Et c'est un silence qui perdure s'il faut voir tout ce qui passe dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis des décennies. C'est un silence qui est total. Est-ce pas un silence qui nous est imposé également? Et que maintenant sonne le temps de l'éveil. L'éveil qui doit partir de ceux qui sont soumis dans les silences. Et voilà pourquoi ces gestes qui partent d'un footballeur est répercuté par les hommes d'église. Et vous allez aborder les sujets peut-être avec un autre footballeur qui courageusement porte encore les gestes en dehors du pays. C'est autant dire que c'est un geste qui sonne l'éveil. Et moi je crois que ce ne serait même pas un geste qui va tomber. Parce qu'à un moment j'ai compris même que le professeur avait peur à ce que nous n'avons pas tendance à conserver des gestes. Mais moi je crois que pour celui-ci, la conservation sera automatique. Je suis encore persuadé que vous verrez que d'autres peuples, d'autres communautés pourront copier ces gestes quand il va falloir crier tout haut et ne pas se taire. Et voilà, le football, oui, je vous en prie. J'aimerais bien que, pour ce qui concerne la conservation, que le geste ne se limite pas à un acte de dénonciation. Et que l'appropriation soit aussi une occasion pour créer des richesses. Vous savez, ce que nous venons de suivre dans l'église, ce qui s'est passé dans une église en Afrique du Sud, c'est une communauté. Et le geste ici, imaginez que c'est plaqué sur un habit blanc. Peu importe la couleur de l'habit, produit en des milliers d'exemplaires, vendu non seulement chez les Congolais, mais à travers le monde. Ça contribuerait à faire passer davantage le message parce qu'on se posera la question, ça produirait même des qu'est-ce que cela signifie? Comment nous achetons les vareuses des joueurs et tout ça. Si justement il y a une marque, un message qui accompagne cela, on dira c'est un message qui est parti du Congo et un message destiné au monde. Parce qu'ici il est question d'un silence d'une communauté vis-à-vis d'un membre d'une communauté. Et le Congo n'est pas aussi faible pour se laisser faire. Et donc, l'une des forces de la République démocratique du Congo aujourd'hui, face à une complicité collective, c'est qu'on lui prive tout, mais on n'a pas encore arraché sa force de parole. Et cette parole passe aussi par le geste. Okay. Alors, vous l'avez cité, Héritier Louvumbu, c'est un joueur de football.
ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez, quand on ne sait jamais qui est un héros, à quel moment le courage d'un homme peut devenir le courage d'un peuple. Voilà ces jeunes hommes-là qui jouent au football au Rwanda, à Kigali, dans une équipe. On n'est pas encore en guerre avec le Rwanda, nous l'avons déjà dit. Les Rwandais nous font la guerre. On n'est pas encore en guerre, nous nous défendons. Et le président de la République a dit, un jour, je le ferai, et le jour où je le ferai, je ne le perdrai pas. Mais voilà, nous revenons à Héritier Luvumbu, il joue, il est performant, donc ce n'est pas un être faible. Il marque un but. Donc c'est quelqu'un qui a fait son devoir. Il est attendu d'un joueur qu'il marque des buts. Et il a marqué les buts. Maintenant, pour célébrer son but, il célèbre par les deuils qui frappent son peuple. Il s'installe, il n'a dit à personne, il prend les 4 doigts et les 2 autres, il pose les gestes à Kigali. Écoutez, déjà, ici, les gens s'étonnent que les membres du gouvernement posent les gestes, mais ce garçon-là, il le fait à Kigali. Il le fait seul. Il n'a pas de garde du corps. Et d'ailleurs, la réaction est instantanée. Il est suspendu 6 mois de la compétition. Et il est même pratiquement privé et il est menacé. Nous allons suivre un élément, parce que nous avons quand même retenu un petit reportage de ce garçon, parce qu'il est déjà à Kinshasa. Grâce à Dieu, on a exfiltré, il est déjà à Kinshasa. Voilà quelqu'un que le pays doit protéger parce qu'il a posé, lui, cet acte de courage. Suivons ce reportage. Héritier Luvumbu, le footballeur congolais qui a connu des déboires à Kigali pour avoir célébré son but par le geste dénonçant l'agression de la RDC par le Rwanda, sous le silence de la communauté internationale, a regagné la ville de Kinshasa aujourd'hui et a été accueilli par le ministre des Sports à l'aéroport international de Njili. Le milieu de terrain congolais Héritier Luvumbu avait été suspendu pour 6 mois de toutes les activités sportives au Rwanda après avoir exprimé son soutien aux populations de l'Est lors d'un match de la Rwanda Premier League. Après avoir appris cette suspension de 6 mois de l'affaire Wafa, Héritier Luvumbu se voit également être chassé par son club, le Rayon Sport. Le joueur congolais est désormais libre de tout contrat et a donc regagné la terre des ses ancêtres. Héritier Luvumbu avait été auditionné par la Fédération rwandaise de football pour discuter de son comportement avant que le verdict ne tombe. Luvumbu, évoluant pour Rayon Sport, avait marqué un but spectaculaire lors de la rencontre face à Police FC dimanche dernier. Avant de faire sa bouche d'une main et en pointant 2 doigts sur sa tempe, signifiant ainsi son inquiétude quant à la situation sécuritaire à l'Est. Cependant, son club Rayon Sport a rapidement réagi en condamnant le geste de son joueur, soulignant l'importance de la discipline sur et en dehors du terrain. Les réseaux sociaux rwandais ont également été le théâtre des vives réactions, certains demandant même le licenciement et l'expulsion de Luvumbu ou du Rwanda. Pouvons-nous dire que le message a porté? Parce que si le Rwanda réagit de cette manière-là, c'est que quelque chose s'est passé. C'est héroïque, je dirais, Willy, parce que vous savez, je suis l'international congolais Héritier Luvumbu depuis son évolution ici au championnat de la RDC au sein de l'ASV Club. D'abord, ses buts spectaculaires, c'est dans ses habitudes. C'est un très bon tireur, c'est un milieu offensif. Et vous voyez, Héritier, comme un milieu offensif, a gardé cet acte-là d'un renard des surfaces. Il marque un but. C'est le public qui est dans la joie, dans la liesse de l'exploit réalisé. Mais ces renards des surfaces se rappellent de son âme. Ces renards des surfaces se rappellent de ce qui se passe dans son pays. Donc il n'est pas dans cette liesse-là. Il considère donc comme milieu offensif, il sait profiter de l'inattention de la défense adverse pour porter son coup. Et là, il profite de l'inattention de ceux qui sont dans la liesse pour porter son coup. Et le coup fatal, c'est de passer ces messages. Je trouve ça héroïque. Plus que ça, je n'en vois pas encore. Et c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est fort et je pense que c'est constitutif de ce que nous sommes en réalité comme Congolais.
nous avions peut-être pensé qu'on était faible, ce qui est totalement faux. Parce que les actes héroïques ici, vous voyez, ne sont ni commandés, ni commandés. Les gens posent des actes de manière libre. Avons-nous retrouvé le chemin de la liberté intérieure? Personnellement, je crois que cette image dans une terre étrangère et hostile, parce qu'être ailleurs n'est pas un problème, mais être dans un ailleurs hostile, c'est un grand problème. À mon sens, c'est pour montrer que la force d'une âme n'a pas peur de missiles. On peut détruire un peuple. Vous savez, les Congos ici, on peut le détruire jusqu'à éliminer les tout derniers Congolais. Mais l'âme congolaise résistera même par le témoignage des bourreaux. Et donc, ici, c'est un geste très symbolique. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours que pour sauver la patrie, il faut toujours se dire, chaque Congolais doit se dire que chaque acte que je pose compte pour sauver, pour construire ou bien pour détruire le pays. Et je pense que c'est aussi pour moi l'occasion, parce qu'en réalité, lorsque nous parlons des critiques sur ces gestes, la majorité des critiques, nous les lisons dans le page de certains de vos confrères journalistes, qui oublient que les médias sont en réalité j'allais dire la salle à manger pour une nation. C'est que le message que nous véhiculons peuvent contribuer à renforcer l'unité nationale ou à la détruire. Et donc, chacun de nous devrait être plutôt porté à, où qu'il soit, quelles que soient les circonstances, à poser des actes courageux, n'est-ce pas, comme ces joueurs l'a fait au Rwanda. Et donc, à mon sens, il est difficile de détruire les Congos. Il est difficile de détruire. Évidemment, les Congolais ne se sont pas arrêtés. Là, vous avez quelque chose à ajouter? Justement, Willy, j'aimerais justement revenir sur les critiques émises ci et là, comme l'a d'ailleurs effleuré le professeur. Je rappelle deux faits, simplement deux faits. Ce sont les deux faits d'ailleurs que j'ai rappelés dans mon analyse. C'est qu'on a vu en France, quand il y a eu attaque de Charlie Hebdo, on a vu derrière François Hollande près de 50 dirigeants et hauts responsables du monde s'est ligué et ils ont manifesté à Paris. C'était un chef de l'État qui manifestait contre quelque chose. Et là, c'était pour comprendre qu'il y avait un message à transmettre. C'était que face à la montée, à l'émergence du terrorisme, c'était l'image de l'unité du monde. C'est là où nous devons comprendre qu'il y a un message à transmettre. Et c'est là où je fais la part des choses pour dire qu'il n'était pas moins chef de l'État par le fait d'avoir manifesté dans la rue. C'était plutôt un message et qui a été transmis. Nous devons faire la part des choses entre ces messages qui doivent être transmis et les pouvoirs d'agir. Ça, c'était ma réponse directe à ceux qui critiquaient les gestes posés par les membres du gouvernement. J'ai donné un deuxième exemple avec les cas de l'Ukraine. Ils sont là, ils portent la main sur les cœurs, ils ont les regards vers le haut, un peu pour interpréter ou traduire leur détermination. D'ailleurs, vous voyez, il est là, François Hollande, en 2015. Charlie Hebdo, il y avait même des présidents africains. Ouais. Voilà, il y avait Angela Merkel qui était à côté. Je crois que ça, c'est le premier ministre israélien qui est en fonction aujourd'hui. Voilà, c'était la pensée de puissance peut se construire autour d'une résistance. Et ici, il y avait une résistance contre quelque chose qui était négatif. Donc, il ne faut pas que les Congolais, chaque fois, jettent de la pierre sur leurs propres dirigeants en pensant que ceux-là ne peuvent pas aussi manifester, c'est des citoyens. Alors, parce que nous parlons des citoyens, les Congolais, la citoyenneté congolaise est une société de l'âme. On a dit tout à l'heure, et j'ai aimé beaucoup la phrase du prof Kinkani qui dit que même quand on aura détruit tous les Congolais, l'âme congolaise survivra par même les témoignages des bourreaux. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est magnifique, vous savez, et c'est ce qui est arrivé aussi
au bourreau de Jésus, hein, ils l'ont tué, mais eux-mêmes ils ont témoigné. Exactement. Jamais on a vu un homme comme ça. Alors les Congolais sont partout, ils sont dans le monde entier, ils sont liés à la terre du Congo, quel que soit ce qu'ils vivent là-bas, ils sont restés attachés à cette terre. Alors ils ne peuvent pas être tranquilles quand on tue dans leur pays. Nous allons donc suivre ce qu'ils ont fait à Paris. Les Congolais se sont réveillés et ils ont fait une marche pour pouvoir contester à Paris. Nous suivons ces images avant de venir conclure cette émission. Justice! 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 15 millions de morts, ça suffit! 15 millions de morts, ça suffit! 15 millions de morts, ça suffit! 15 millions de morts! Vous avez vu, les Congolais sont comme ça partout, hein, ce n'est pas seulement en France. Là, nous avons seulement illustré. Alors, nous allons essayer de regrouper notre réflexion parce que nous avons parlé tout à l'heure de la dialectique. Il nous faut donc arriver à une certaine synthèse. Ouais. Alors, donc, nous avons déjà élaboré la thèse, nous avons élaboré l'antithèse. Allons vers une certaine synthèse. Quelle pourrait être notre synthèse? Et vraiment, la question, c'est la question de comment nous faisons. Est-ce que les moyens qui sont mis en place pour revenir à la paix sont-ils disponibles? Est-ce que, voilà, deux choses sont demandées au président aujourd'hui et je crois qu'au travers du président de la République, on demande cela au gouvernement et à toute la population. Voilà, faut-il négocier ou non? C'est une question que je vous pose. Vous n'êtes pas des responsables de décision, mais peut-on envisager une certaine négociation pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'Est, tel qu'aujourd'hui c'est exigé presque par l'ensemble de ceux qui ont décidé de se taire. Et quand ils parlent, ils nous demandent, quand ils enlèvent les mains pour pouvoir parler, ils disent non, négocier. Un pays comme le Congo peut-il arriver à des négociations où nous pouvons établir cette paix par la guerre et la finir? Je vous demande d'y réfléchir rapidement parce que ce n'est pas ça l'objet de l'émission, mais l'émission est importante, qu'on sache par quelle voie l'énergie mobilisée dans les stades, dans les églises, dans la rue, partout, cette énergie devra aboutir à la paix de quelle manière? On commence par vous. Négocier, il y en a qui parlent de négociation, il y en a qui parlent de dialogue, mais le plus important c'est de savoir on négocie avec qui. Est-ce qu'un peuple négocie avec lui-même? Non. Parce qu'un peuple a toujours été d'un seul côté. Est-ce qu'il faut dialoguer? On dialogue avec qui? C'est vrai qu'il y a des fils rebelles, mais est-ce qu'on dialogue avec les fils rebelles ou on dialogue avec ceux qui passent par nos propres fils pour détruire les Congos? Et donc, il est clair, l'histoire politique de notre pays montre que c'est une nation qui se construit toujours par des dialogues. C'est clair et net. Mais ce n'est pas toujours le dialogue pour donner de nouvelles armes à ceux qui en ont la prétention demain. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que au-delà de tout ce que nous sommes en train de subir, c'est de continuer à construire l'identité congolaise. Et cette identité congolaise à construire est symbolisée par l'image qui a été balancée tout à l'heure à Paris. Vous savez, il y a parfois, nous Congolais, on ne se rend pas compte de ce que nous sommes. Lorsque nous sommes à Kinshasa, on peut ne pas parler les Tshilouba, les Swahili, les Kikongo ou les Lingala. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une rue quelque part à Djamena, que vous entendez quelqu'un dire « Wait up » ou vous entendez quelqu'un dire « Jambo »,
votre être, disons, entre en transe. Et vous regardez, vous dites, c'est mon frère. Ouais. C'est cela que nous devons ramener lorsque nous nous retrouvons dans le précaré de la République démocratique du Congo. Parce que la solidarité dont nous faisons preuve lorsque nous sommes ailleurs, nous la vivons très mal lorsque nous sommes chez nous. Et donc, pour moi, le plus important, c'est continuer à consolider l'identité nationale, qui n'est pas une identité exclusive. L'identité congolaise n'a jamais exclu l'autre. Nous avons toujours vécu avec les étrangers. Et posez-vous la question, il y a des Congolais qui sont blancs, des peaux. Ils ne posent aucun problème. Mais pourquoi c'est un voisin que vous connaissez, que nous connaissons, qui poserait problème? Donc pour moi, le dialogue n'est pas un problème. Mais le plus important, le vrai des problèmes, c'est de savoir avec qui on dialogue. Il ne faut pas dialoguer avec le bourreau. Et moi, j'apprécie à juste valeur l'action que notre gouvernement mène, qui montre que ce n'est pas un gouvernement robotique. Et c'est ça ma conclusion par rapport justement aux gestes qu'ils ont posés. Vous n'allez pas reprocher à un Congolais parce qu'il a porté les drapeaux. Les gestes qui a été posé, c'est comme un Congolais qui porte les drapeaux. Et les membres du gouvernement, par ces gestes, ont montré justement que ce n'est pas un gouvernement robotique, c'est un gouvernement qui vit ce que vit son propre peuple. Merci beaucoup, Pichou. Je crois que oui, la question n'est pas si facile. Négocier, je préfère répéter les mots du professeur, parce que négocier, il faut le faire avec qui et pourquoi. Je crois que répondre à ces deux questionnements est véritablement fondamental. Encore que moi, j'estime que s'il faut tabler sur la négociation, il faut commencer par cerner tous les contours. Or, cerner tous les contours, moi, je pense que seul le gouvernement a toutes les cartes, maîtrisant toutes les réalités. La question reste ouverte. Je suis plutôt en train de souligner une chose pour conclure, c'est que la portée, l'essence du geste posé, les gestes qui a été abordé au cours de cet échange, fait que nous avons compris qu'il y a un soutien inconditionnel de tous les Congolais à défendre les Congos. Et ça, c'est fondamental. Ce soutien inconditionnel à défendre les Congos doit pousser ceux qui ont justement la parcelle de pouvoir, donc le pouvoir public, à comprendre qu'ils ont une force. Ils ont une force pour agir. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Vous avez raison. Alors, pour terminer cette émission, je vous ai réservé une carte. Parce que vous pourriez douter de votre pays. Cette carte-là que vous voyez à l'écran, c'est la carte du Nord Kivu. Le Nord Kivu, là où il y a les problèmes avec les Rwandais. Vous voyez la partie verte, c'est la partie où... En fait, la partie rouge, c'est celle qui est occupée par les Rwandais et le M23. C'est 9% du Nord Kivu. Ça fait 1 année et 7 mois que cette agression a commencé. 1 année et 7 mois. Et pour comparer ces choses, c'est que vous allez remarquer qu'en 1 année et 7 mois, ils n'ont pris que 9% simplement de cette partie du Nord Kivu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité quelque chose les arrête. Ça veut dire qu'en réalité, une armée, là, elle est présente. Donc ceux qui doutent de l'armée de la République du Congo ont tort. Et vous allez voir que là où c'est jaune, un peu, il y a les jaunes là-bas, c'est là où il y a les affrontements. Aujourd'hui, ce soir ou demain, après-demain, c'est là les affrontements autour de Saké, autour un peu... C'est ça, la vérité. Pour se rendre compte, avant de terminer, c'est qu'il y a quelques années, donc en 2012-2013, il a fallu de 3 jours simplement pour que les groupes là des Kundabatouar et tout ça prennent tout le Nord Kivu en 3 jours. Ils avaient déjà Goma, vous vous rappelez? Ils sont partis de Goma. Après, quelques années avant, en 1996, l'AFDEL a fait 6 mois pour prendre tous les pays. Mais aujourd'hui, les M23 avec les Rwandais et tous les groupes, les nébuleux qui sont derrière, ça fait 1 année et 7 mois. Ils ne sont même pas parvenus à avoir 10% du Nord Kivu. Donc, il y a une armée qui est là, qui défend la patrie. Les Congolais, peut-être que la communication ne passe pas, doivent se réjouir de leur armée et la soutenir. Voilà, cette carte est importante. Il y a un peuple qui résiste, et ce peuple-là, il n'est pas un peuple faible. Sinon, si on était faible, on n'aurait pas, en même temps qu'on fait la guerre, en même temps on a fait la canne, on a montré qu'on était puissant.
qu'on pouvait être sur tous les fronts. Ouais. Je vous remercie donc de votre présence ici. Ça a été, je vous ai dit que je nous ai invités tous. Aujourd'hui, j'ai m'a perdu aussi mon flegme, parce que je reste aussi un Congolais. Et c'est mon pays, c'est notre nation. Nous devons donc défendre ce pays. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Vous avez ouvert cette porte. Je ne veux pas la refermer, donc considérez ce plateau comme le vôtre. Venez nous suggérer des choses. Merci aussi à Pichou Moulumba, que les gens redécouvrent, dont l'intelligence subliminale et pointue a été encore une fois prouvée aujourd'hui par ses patriotismes intellectuels. Merci donc d'avoir été aujourd'hui avec nous. Mais Je vous en prie. voyez les commentaires que vous avez faits, au-delà de la résistance ou la vigilance de nos forces de sécurité font montre, il y a le fait qu'effectivement, il y a une arme nationale qui résiste contre ces velléités expansionnistes de nos voisins. Mais au-delà de cela, c'est un message, c'est que nous avons affaire à des gens qui nous font simplement du chantage. Je pense que au-delà de la force de petites armes dont ils disposent, la force de l'histoire les poussera à comprendre qu'il vaut mieux abandonner. Mesdames et messieurs, nous ne vous abandonnons pas. Nous restons avec vous sur Géopolis Télévision. Cette émission, nous l'avons voulu, nous la dédions à une personne, c'est à notre joueur Bakambu. Nous la dédions parce que j'aurais bien voulu montrer la photo, parce que moi je suis quand même un fanatique du football aussi un peu. Mais il n'a pas parlé, il n'a fait aucune déclaration, mais il devra savoir, inspiré par les mains de nos ancêtres, il a posé un acte qui restera à jamais gravé. Il a contribué autant de fois, autant de jours, autant de siècles au réveil de la conscience de son peuple. Les silences, nous n'allons plus les garder. Ceux qui se taisent devront nous écouter. C'est vrai qu'ils ne veulent pas parler, mais ils n'ont pas fermé leurs oreilles. Leurs oreilles sont disponibles, que les Congolais parlent et qu'ils ne se découragent pas jusqu'à ce que nous puissions faire bouger les lignes. Et dans cette émission, on n'a pas eu l'occasion de vous montrer comment au Parlement européen, comment les Américains ont changé de ton, comment les Français commencent à se poser des questions sur la politique à mener, comment les Belges sont en train de se poser des questions sur le soutien qui sera accordé à notre République. Mesdames et messieurs, merci de rester sur Géopolis Télévision et je vous retrouverai certainement pour une autre occasion. D'ici là, portez-vous bien et défendons notre nation. C'est la seule chose que nous avons et nous ne pouvons pas remplacer par une autre. Au revoir.